Bonjour, mon nom est Mélissa, je suis libraire jeunesse. Aujourd'hui, je vais vous présenter les fictions, les incontournables pour la fiction primaire. Donc, on va commencer rondement. On a en premier lieu 19 jours sans Noah, donc de la maison École des loisirs. Aujourd'hui, je déparle, je suis désolée. Donc, un super de beau livre que j'ai pu trouver qui nous amène dans un désert. Donc, on se retrouve avec, son petit nom, Cosmo. Voilà. Et Cosmo, c'est le plus jeune d'une fratrie de 3 qui vivent dans le désert et ça fait 18 jours que Noah, le grand frère, est parti. On pense qu'il s'est peut-être perdu dans le désert, une chose qui peut arriver. Et dans le fond, le 19e jour, Cosmo va se retrouver près du puits, il va se faire surprendre par une tempête de sable et il va devoir aller se réfugier sous le puits. Mais sous le puits, il y a un nouveau monde et c'est là-dedans qu'on va se retrouver avec ce roman-là. D'ailleurs, on le voit assez bien, il est abondamment. Il y a des illustrations qui sont vraiment très belles, donc je vais vous montrer. Donc, on se retrouve dans un univers qui est sous la terre et qui, honnêtement, m'a beaucoup évoqué un univers sombre, un peu à la Peter Pan. Donc, on se retrouve avec un autre jeune garçon qui se transforme en fennec, on le voit sur la couverture. Il s'appelle Sorel. Et je vais être bien honnête avec vous, Sorel, c'est un manipulateur en puissance. Il utilise beaucoup ce qu'on appelle en québécois le détournement cognitif, que les Anglais appellent le gaslighting. Donc, c'est quelqu'un qui va manipuler notre personnage principal, Cosmo, pour qu'il reste sous terre. Il va le manipuler avec ses paroles, mais il va également lui proposer des jeux. Il va lui dire « Ah ben, tu vas être mon meilleur ami, on va jouer à la guerre ». Et en fait, on se rend compte que tous les habitants sous ce monde-là sont pas toujours bien contents de ce que Sorel fait. C'est quelqu'un d'un peu tyrannique. Et on va assister dans le fond à l'ambivalence de Cosmo. Est-ce que je reste sous terre alors que je cherche mon grand frère? J'ai toujours pas retrouvé Noah. Il y a des entités qui habitent ce monde-là qui semblent dire que Sorel est quelqu'un d'assez malaisant, d'assez malsain. Donc, on va jouer là-dedans. On navigue, c'est vraiment super beau. On a plein de références à d'autres univers. Donc, c'est très créatif. Donc, je vous invite à aller regarder ça de plus près. C'est vraiment très intéressant. Et en même temps, c'est très rare que je vois des personnages employer la manipulation de cette façon-là dans un roman intermédiaire. On le voit davantage chez les adolescents. Mais ici, on le voit très bien. Donc, vraiment, à voir. C'est vraiment très beau. Le second, il faut que je vous en parle parce que lui aussi, il est assez rare dans son genre. C'est Lugosi, le mouton garou. On n'a pratiquement jamais d'album vraiment sophistiqué pour Halloween ou pour le côté épouvante, mais celui-là, il convient tout à fait. Mention spéciale pour les professeurs de 3e cycle qui voudraient avoir une œuvre pour les plus vieux parce qu'au niveau du français, c'est délicieux. Donc, juste pour vous donner une idée à peu près du calibre, je vais vous lire une page qui est juste ici. Donc, ça se lit comme suit. Le petit nuage, comme offensé par la réflexion désobligeante, se mit à rouler sur lui-même, à gronder bruyamment. Dans un éternuement tonitruant, il lâcha un éclair fulgurant qui déchira l'atmosphère et s'en alla percuter le postérieur de Lugosi. Les yeux figés du loup s'illuminèrent un bref instant avant qu'il ne s'affaisse au sol comme une loque en peau de chameau. Mais quand même, on voit qu'il y a des très beaux adjectifs. Je vais vous montrer la page pour vous donner un peu le ton. Donc, on voit Lugosi, qui est un loup et qui était tout simplement ce jour-là bien évaché sur le gazon et regardait en fait un nuage et se disait « Ah, un nuage noir! C'est sûrement le mouton du troupeau. » Et c'est là que le nuage a fait comme oh, et il était pas content et il l'a foudroyé. Et ce faisant, Lugosi est devenu un mouton garou qui se transforme en mouton. On le voit ici. D'ailleurs, la lune a l'air de se moquer de lui. C'est vraiment très drôle. Donc, on voit un peu le ton. Il y a de l'humour noir, évidemment. Et dans le fond, notre mouton se retrouve à appeler malencontreusement ses collègues qui vont se mettre à le chasser. Oh, un mouton, ça a l'air bon. Et il va se retrouver, en fait, dans un abri avec des moutons. Donc, un cheptel, d'ailleurs. Le mot cheptel est juste ici. Je trouvais ça très drôle. Il y a vraiment des beaux mots. Et finalement, bon, les loups vont tenir un conciliabule juste ici. Bon, ben, comment on va rentrer pour aller chercher le mouton? Et là, dans le fond, ils vont se référer au conte des 3 petits cochons pour rentrer. Et un des loups fait comme, ouais, c'est comme il dit, c'est chelou. Bon, le verlan est utilisé simplement parce que le mot loup est dedans. C'est vraiment très drôle. Et dans le fond, nos loups vont rentrer. On le voit ici à la page. Ils vont rentrer dans le bâtiment.
Et en fait, ils vont remarquer une lueur dans les yeux de Lugosi et ils vont reconnaître en fait la malédiction et ça va les effrayer au plus haut point. Donc, ils vont partir en courant. Et là, une de mes phrases préférées qui est juste ici parce que c'est très, très drôle. « Gare garou, garons-nous au cas où. » Donc, nos moutons, dans le fond, vont déclarer « Oh, notre loup, voilà, loué soit ce mouton, Alléluia, Agnus Dei. » Il est venu pour nous sauver. Sérieux, les références sont tellement drôles. Et finalement, en fait, on nous dit à la fin qu'on a un loup qui vit avec les ovins, qui mange du foin, et heureusement, vu qu'il mange du foin, n'aura plus jamais faim. Donc, il y a des jeux de mots, il y a des expressions, il y a une abondance de références, et c'est très rare que j'ai des albums qui sont suffisamment terrifiants pour rentrer dans un volet un peu plus épouvant. Donc, vraiment à regarder, ça vaut vraiment la peine. Très, très belle qualité d'album ici. Le deuxième aussi est un album, c'est La bonne idée de Monsieur Johnson. Donc, rapidement, on a un homme qui a vraiment existé. En fait, c'est une histoire vraie. Dans les années 50, à New York, la ville, Monsieur Johnson était responsable d'une... voyons. L'endroit où on dépose les déchets, donc un dépotoir, voilà. Dans un dépotoir. Et bon, il était un peu incommodé par l'odeur, puis il trouvait que ça avait pas de sens. Il y avait tellement d'ordures. C'était une époque où on gaspillait allègrement. Et lui, de se dire, ben, ça serait donc plus agréable si on pouvait avoir des plantes. Et dans le fond, c'est un pionnier de l'écologie, un peu malgré lui. Donc, on va le voir ici, à travers ses ordures. Et il a eu une idée, en fait. Et il s'est dit que, ben, peut-être qu'en plantant, ça aurait meilleure allure. Donc, il va aller chercher, petit peu à petit peu, des plantes, des arbustes, des arbres, et il va se mettre à les planter à travers les ordures. Et comme on le sait, ben, la nature, elle n'a pas besoin de grand-chose pour pouvoir se répandre. Donc, ultimement, Monsieur Johnson a créé carrément un petit paradis à partir du dépotoir. Et évidemment, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Dans la vraie vie, ça a pris quand même une vingtaine d'années. Néanmoins, il s'est mis à avoir des animaux. On a vu des oiseaux apparaître. Il y a eu une biodiversité qui s'est régénérée grâce à l'apparition des plantes. Donc, l'importance des projets écologiques, évidemment, qui sont pas toujours... En fait, ils sont simples. C'est pas qu'ils sont pas simples, c'est qu'ils sont longs à mettre en branle et ça prend quand même une rigueur et beaucoup de travail, mais c'est faisable. Donc, une belle histoire pour aborder l'environnement et en même temps la rigueur au travail. Puis, comme je vous dis, célébrer les idées simples, c'était pas compliqué, il fallait simplement le mettre en place. Oh. La Venise du 9-3, Maison Alice, collection de Zio. Encore une fois, j'aime bien cette collection-là. Un autre un très beau roman intermédiaire, donc ici, et lui aussi, il est illustré. Je vais vous montrer, les illustrations sont vraiment fabuleuses. J'ai l'impression que c'est fait avec des crayons aquarelles, donc on voit pas le trait, ce qui est quand même assez particulier, et les contours sont en couleur. Fait que c'est vraiment, vraiment très beau. Donc, qu'est-ce que c'est la Venise du 9-3? En fait, le 9-3, c'est l'adresse. Et c'est ce qu'on appelait autrefois la cité Yuri Gagarin, et c'est en Europe, en France. Donc, ce qu'il faut expliquer ici, c'est que contrairement à nous, on a des blocs HLM, et eux, ils ont ce qu'ils appellent des cités. On entend souvent dans les œuvres jeunesse d'ailleurs, les cités, c'est des endroits où ce sont des blocs HLM, mais vraiment plusieurs, et ça forme un petit quartier. Donc, la cité Yuri Gagarin a vraiment existé, elle a été démolie en 2019, si ma mémoire est bonne. Donc, c'est un peu un hommage à ce bâtiment-là. Donc, comme on peut s'y attendre, c'est souvent des gens vulnérables et pauvres et souvent, malheureusement, mais beaucoup de diversité ethnique également. Et on a un garçon de 12 ans qui est juste ici, qui adore l'architecture vénitienne et qui a décidé, grâce à sa mémoire, une excellente mémoire photographique, d'aller repeindre toutes ses œuvres préférées sur les murs. Ça avait commencé avec une balançoire qu'il avait peint au début. Il se disait, je vais la faire en forme de pagode. Et finalement, ça va finir, je vais les peinturer sur les murs. Et au début, il commence seulement avec de la peinture rouge. Mais en fait, on voit qu'à travers l'histoire, il y a des personnages qui vont lui remettre des pots de peinture et des pinceaux, qui vont venir lui prêter main forte. Certains vont vraiment aller peindre avec lui, d'autres vont fournir de la nourriture. Et on voit qu'en fait, il y a toute une entraide. Il va y avoir des policiers impliqués là-dedans, il va y avoir un projet scolaire impliqué là-dedans. On va se rendre compte que ça va créer des ponts sociaux. C'est vraiment très beau. Il y a même des petits commerces qui vont ouvrir leurs portes également. C'est beau. Je veux dire,
on souhaite que ça arrive. Et malheureusement, puis c'est un peu ce qu'on fait à la fin, c'est que c'est pas arrivé. C'est un roman hypothétique, donc c'est arrivé dans la tête du personnage, mais ce n'est pas arrivé dans son histoire. Et c'est quand même assez remarquable. Mais mon Dieu, qu'on aimerait que ça arrive, par exemple. Fait que on va souhaiter que ça arrive ultimement dans la vraie vie. En même temps, les arts, c'est un beau médium aussi à valoriser, donc plein de beaux thèmes ici, à saveur sociale et artistique. Le suivant est je dois le préciser ici parce que dans la salle de monde, on va le retrouver en fait en documentaire. C'est un roman mythologique, mais qui est également documentaire à cause de sa position mythologique. Donc ici, on a Déméter. C'est le 4e roman qu'on va trouver dans la collection. Donc on a eu Athéna, Pénélope et Ariane auparavant. J'aime bien le fait qu'on va justement s'intéresser à des figures féminines de la mythologie. Donc ici, on a la déesse des moissons. On va vraiment la voir de sa prime jeunesse jusqu'au mythe qu'on connaît avec sa fille. Donc au début, c'est une déesse qui est différente. Elle a des cheveux blonds, elle est toute en courbe, elle est vraiment différente, très très humble et vraiment pas du tout politicienne. C'est pas quelqu'un qui veut faire comme tous les autres des complots entre eux. Ça y ressemble pas et elle est malheureuse dans cette vie-là. Néanmoins, elle doit quand même à chaque jour aller à la table des dieux pour pouvoir jouer son rôle de déesse. Et ultimement, en fait, Déméter, elle va sortir de ce milieu-là. Elle va aller dans la nature parce que c'est là qu'est sa place, dans le fond. C'est là son intérêt premier. Elle va finir par avoir un enfant avec Zeus, ce qui était quand même étonnant. Je veux dire, Zeus semblait être assez macho au début, mais bon, ils ont eu une très brève liaison ensemble qui a donné naissance à Corée. Vous la connaissez probablement sous le nom de Perséphone, parce que ça va devenir son nom en fait. La fille de Déméter va se faire offrir par son propre père, donc Zeus, à Hadès, le dieu des enfers, pour lui tenir compagnie. Ce qui est quand même notable, parce que Hadès, c'est le seul dieu qui travaille, à proprement parler, à part Déméter, qui travaille beaucoup sur la nature. Hadès, c'est le seul dieu qui est tous les jours condamné à faire des jugements. Et oui, ça lui pèse d'être tout seul. Donc Zeus lui offre sa fille, et il sait que ça va faire du mal à Déméter, en fait. Là où il s'est trompé, c'est que Déméter étant la déesse de la nature, on lui impose pas. Et si elle veut que les choses dégénèrent, elles vont dégénérer. Donc la nature se met à mourir, les moissons ne rapportent plus rien, c'est la famine dans le monde des mortels. Et Zeus va avoir son large éventail de menaces et chantages. Et il n'y a rien qui va y faire. En fait, Déméter va rester vraiment indomptable, implacable. Elle veut retrouver sa fille qu'on lui a enlevée. Et elle va y arriver, en fait. Elle va même négocier sa sortie et le temps qu'elle va passer avec elle. On voit un petit peu l'histoire de Corée aussi. Corée va arriver dans le royaume des enfers et en fait, elle va réaliser qu'elle a vraiment une vocation pour faire du jugement. Elle prend intérêt avec ce qu'Hadès fait. Des fois, elle le trouve mou, des fois, elle le trouve implacable. Et elle se retrouve dans les débats. Et Hadès lui fait le constat que, mon Dieu, t'es douée là-dedans, tu serais tellement une reine remarquable, mais je te laisse le choix. D'ailleurs, j'apprécie qu'il lui ait laissé le choix, c'est important, parlons du consentement. Et ultimement, oui, Corée va devenir Perséphone, la reine des enfers, mais son amour pour sa mère, parce qu'elle s'aime vraiment beaucoup, va faire en sorte qu'elle va quand même accepter de revenir dans le monde des vivants 6 mois par année. Dans cette version-là, c'est 4 mois en enfer et 8 mois avec Déméter. Et ce serait ainsi en fait que Corée serait devenue l'incarnation des saisons en plus d'être la reine des enfers. Fait qu'on voit vraiment une très belle version de ces deux déesses-là qui prennent la place, qui se sont pas laissées embarquer dessus par les divinités mâles. Et pourtant, les hommes, ils sont même dépeints là-dedans comme étant assez durs, assez sexiste et même un brin violent, alors que ici on voit que les femmes, elles ont un pouvoir davantage sur la vie. C'est très intéressant et ça se lit relativement vite. Et il y a des illustrations qui sont d'ailleurs très très jolies au crayon plomb. Donc vraiment allez voir. Moi c'est clair que je vais aller voir aussi les 3 autres œuvres que je n'ai pas eu la chance de lire. Donc je vous invite à regarder et vos amateurs de Percy Jackson devraient adorer. Le suivant, plus petit, je vais lui passer rapidement dessus. C'est Aux douceurs enchantées. Donc petit roman mignon d'une petite fille avec sa grand-mère. Et sa grand-mère, en fait, elle fait de la magie, de la pâtisserie magie, appelons ça. Et dans le fond, il y a vraiment toutes sortes de noms vraiment cocasses qui sont en lien avec ça. C'est abondamment illustré également. Je vais essayer de vous trouver une petite image pour vous montrer. Et dans le fond, la grand-maman révèle à sa petite fille qu'il y a des secrets de pâtisserie magique dans la famille et elle souhaite l'initier. La jeune fille fait sa première recette et c'est des sablés pour transformer les humains en animaux.
et elle pense que ça marche pas. En fait, c'est parce qu'elle avait raté une étape et finalement, ça fonctionne même mieux que prévu. Donc, c'est mignon. Ça rappelle un petit peu la pâtisserie Bliss chez le 3e cycle, mais celui-là, on peut l'utiliser au 2e cycle. Donc, petite histoire vraiment mignonne de pâtisserie, de filles, vraiment, c'est tout doux. Je dirais un petit macaron à la rose, dans le fond. Et c'est le tome 1, donc il va sûrement avoir une suite. Le suivant est un roman québécois. En fait, il est québécois à cause de la maison d'édition, mais c'est monsieur Christophe Léon qui l'a écrit et lui, il est français. C'est le 4e roman de la maison 2 qui est sorti. On a été quand même assez impressionnés par les autres, donc on vous présente celui-là également parce qu'il l'est tout autant. C'est vraiment très court, comme en témoigne de son format. Ça fait à peine, mon Dieu, 35 pages. C'est l'histoire d'un garçon, comme on le voit ici sur la couverture. Ce petit garçon-là, il va aller passer du temps chez son grand-papa. La grand-maman est décédée depuis peu. Et il se rend compte, en fait, en rentrant dans la maison, que la maison, elle est bien tenue, ce qui est quand même un peu anormal, en ce sens où normalement, c'était la grand-maman qui tenait la maison propre. Et là, il y a juste le grand-papa. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il s'est fait une nouvelle conjointe? On voit un peu, bon, c'est un peu sexiste en même temps, je veux dire. Bon. Et en fait, on réalise que durant la nuit, il a l'impression qu'il rencontre sa grand-mère. Mais ça aussi, c'est impossible. Elle est décédée. Donc, au début, on se demande, mon Dieu, mais c'est un fantôme ou y a-t-il quelque chose de plus logique, d'explicable? Et en fait, j'ai fini par le deviner, mais c'est le grand-papa lui-même qui met les vêtements de sa femme. Et c'est un peu comme ça qu'il perpétue sa mémoire. C'est quand même très intéressant parce qu'on peut se dire, ben, le deuil, c'est très propre à chacun. Qui qu'on est pour juger la manière des autres de le faire. C'est lui, ça lui procure du bien, pourquoi pas, si c'est une façon en même temps de tenir sa maison, pourquoi pas. Est-ce qu'il y a un petit peu aussi de... Le rôle masculin n'avait pas le droit vraiment de prendre soin de la maison, il y a un petit peu de ça là-dedans. Mais d'après moi, c'est vraiment plus lié au deuil. Et dans le fond, le grand-papa va le partager avec son petit-fils. On sent qu'il y a une certaine gravité quand même là-dedans, parce que je pense que le grand-papa avait peur de se faire juger. Mais en fait, non. Le petit garçon, il va faire, ben, ça va rester entre nous, ça va être notre secret. Parfois, les secrets peuvent avoir du bon. C'est pas tous les secrets qui sont nocifs. Et celui-là, j'ai l'impression que c'est plus un petit secret de connivence. Donc, je pense qu'il y a plein de façons de l'interpréter. Je l'ai trouvé beau, c'est tout doux. Et en même temps, ben, c'est une belle relation entre un grand-papa et son petit-fils. Et en même temps, qui nous illustre que parfois, ben, on va chercher des façons de survivre à nos défunts, parce que c'est pas toujours simple. Donc, je vous invite à regarder ça. Le prochain, c'est Willowdean, qui est juste ici. Donc, Catherine Applegate, bon, elle a déjà écrit plusieurs bons livres, donc elle a récidivé ici, tant mieux pour nous. Donc, je vais juste enlever le bandeau parce qu'on le voit vraiment pas bien. Donc, voilà, Willowdean. Les deux personnages qui sont sur le devant sont importants. En fait, on a ici ce qu'on appelle un brailleur, donc l'espèce de sanglier bleu avec des beaux yeux verts et jaunes. Et le beau petit nounours qui est juste ici, c'est ce qu'on appelle un fredonnours. Donc, on voit qu'on est dans un univers soit fantastique, fantasy, c'est pas tout à fait clair, mais clairement, il y a des animaux qui n'existent pas. Il y a des plantes aussi qui n'existent pas. Willowdean, c'est une petite fille qui adore les animaux. Et elle a une passion hors du commun pour les animaux dont personne ne veut. Notamment les brailleurs. Donc les brailleurs, en fait, ils dégagent une odeur assez nauséabonde, un peu comme une moufette, ce qui fait que personne les aime, mais tout le monde se dit que quand on se met à les chasser, tant mieux, on s'en débarrasse. Néanmoins, cet animal-là, il est quand même assez important parce qu'il y a un lien avec les beaux petits fredonnours qui sont juste ici. Eux, c'est le contraire. Tout le monde les aime. Ils font des jolis petits nids dans les saules aux feuilles bleues. Ils sont l'économie locale, si on veut, pour le tourisme. Les gens viennent les voir. Ils sont beaux, ils sont mignons. Il y a de l'artisanat autour de ça. Et pourtant, ce qu'on remarque, en tout cas ce que Willowdean va remarquer, c'est que la population de brailleurs est en descendante ou voire carrément absente depuis 3 ans. Celle des fredonnours aussi commence à baisser. Est-ce que c'est parce que c'est deux espèces qui vivent normalement de concert et personne n'a remarqué? C'est possible. Donc, Willowdean, en fait, représente un petit peu ce que Greta Thunberg fait en ce moment avec tous les autres jeunes adolescents qui sont dans le militantisme environnemental, c'est-à-dire faire prendre conscience aux adultes qu'il y a des équilibres à ne pas briser. Et clairement, ici, on l'a brisé. Donc, elle essaie de se faire entendre, mais elle passe pour la petite fille qui sent pas très bon, qui est pas très propre. Et que dans le fond, bon, c'est juste une enfant, son opinion est pas importante. Donc, on va naviguer un peu dans ces eaux-là.
La jeune fille, elle a été adoptée par deux madames parce que ses parents sont morts dans un grand incendie, un peu un incendie qui rappelle celui de Londres au 18e siècle, si ma mémoire est bonne. Et dans le fond, elle est dans une famille atypique également. Donc on voit que il y a un nouveau modèle qui s'est inscrit ici. C'est vraiment très beau. Elles sont pas très riches, ces deux madames-là. Elles ont même une réputation de sorcières. Mais mon Dieu, qu'elles sont adorables avec leur petite fille d'adoption. Fait que c'est vraiment un beau roman tout doux, lui aussi, sur la nature. Donc, vos petites filles, vos petits garçons qui trippent sur les animaux, c'est vraiment une belle œuvre à mettre entre leurs mains. C'est un tome unique, vous n'avez même pas besoin de la suite. Donc, à voir. Le prochain est un pavé, le voici, qui est juste là. Donc, La fille du phare est quand même assez costaud, donc il fait 350 pages. Lui aussi touche un peu au domaine de l'environnement et lui, honnêtement, m'a beaucoup fait penser à Édouard aux mains d'argent de Tim Burton, d'autant plus qu'il y a un personnage qui s'appelle Édouard. Donc, on est dans un petit village près des côtes, manifestement, il y a un phare. On va rencontrer une petite fille qui s'appelle, en fait, elle s'appelle Emilia, mais dans l'histoire, on l'appelle Loupiote. C'est un roman néerlandais en passant, donc probablement que dans la traduction, il y a quelque chose à faire là-dedans. Bref, donc Loupiote est la jeune fille du gardien du phare et ce phare-là, dans le fond, ce jour-là, ne s'est pas allumé. Pourquoi? Parce que la jeune fille, elle est responsable du phare, ce qui est quand même pas normal. Et elle a oublié d'aller chercher les allumettes et il n'y avait pas d'allumettes pour allumer le phare, ce qui a entraîné le naufrage d'un bateau. Il y a des gens qui vont aller prendre acte de ce qui se passe dans le phare, vont constater que le papa, il est inapte actuellement pour prendre soin de sa fille. Sa fille, elle fait ce qu'on appelle la parentification, donc elle a des responsabilités d'adulte qu'elle n'est pas supposée assumer, mais qu'elle va assumer néanmoins. Et elle va être retirée de son milieu, surtout que son père, dans sa colère, l'a giflé devant tout le monde. Donc on parle un peu de maltraitance d'enfants ici. Il y a quelque chose à faire avec ça. La jeune fille ne veut pas être enlevée de son milieu, mais elle va l'être quand même et on va l'emmener dans une maison noire au sommet d'une colline. Et cette maison-là, elle est réputée pour avoir un monstre à l'intérieur. Il y a vraiment des similitudes avec Édouard aux mains d'argent, je signale ici. En plus, ce monstre-là, il y a un homme très savant, un peu comme dans le film, qui lui apprend des choses à ce monstre-là, et donc il devient savant. Et en fait, c'est un garçon. Et ce garçon-là, c'est pas n'importe quelle espèce, en fait, c'est une sirène, un triton, en fait. Mais on lui a tellement dit toute sa vie que c'était une malformation que lui, il s'est mis à le croire. Donc, il est convaincu que c'est un humain, que simplement une drôle de... ses jambes sont collées, dans le fond. Il doit pas non plus prendre trop souvent son bain. D'ailleurs, il adore être dans l'eau. Donc, c'est déchirant de voir ce personnage-là. Il s'appelle Edward. Et on voit que lui aussi, dans le fond, dans un sens, c'est un enfant maltraité. C'est quand même assez inhumain de dire à ton enfant que ta malformation, elle est anormale, alors qu'en fait, il est d'une autre espèce. Il y a beaucoup de biais ici. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très triste. Il a un caractère épouvantable, donc il rejoint un petit peu, en fait, le folklore autour de la sirène qui est agressive et qui est mort. En fait, il a des bonnes dents et d'ailleurs, il a mordu Loupiote une couple de fois. Donc, on est dans un univers où il y a des personnages avec des atypies. On a un personnage qui a une déficience intellectuelle, mais qui coupe des buissons, qui rappelle encore une fois le film de Tim Burton. Encore une fois, une famille un petit peu atypique. La madame qui s'occupe de son fils, c'est Lenny qui s'appelle le garçon avec la déficience intellectuelle. Sa maman, c'est la servante. Elle est dépassée par les événements. Le maître des lieux n'est pas là. Elle doit tenir une maison toute seule. Il y a un monstre qui vit au deuxième étage et qu'elle veut pas prendre soin. Donc, elle l'a négligé pendant des semaines. Donc, on joue dans un univers qui est assez obscur, en fait, malgré la belle couverture. Mais ultimement, on ouvre sur l'espoir, beaucoup. On va voir des gens aussi qui sont dans une foire et qui sont, ceux qui souffrent, mettons, de nanisme, ou les gens qui sont siamois. Et il y a une sirène en plus, et c'est là en fait que Edward va comprendre de quelle origine il est. Donc on va à la rencontre de ces humains-là qui sont à la frontière entre l'humanité et la monstruosité, mais on se rend compte qu'en fait les plus monstrueux sont les hommes, ce sont les humains. Donc vraiment des beaux thèmes qui nous rappellent un petit peu ces univers-là sombres, mais vraiment très très ouverts sur l'espoir. Il va y avoir beaucoup de pirates aussi là-dedans. C'est très joyeux. Les femmes vont avoir un rôle assez central aussi. Donc, plein de beaux thèmes pour ce livre-là des Pays-Bas, je le souligne parce que c'est tellement rare que j'en croise. Donc, vraiment, allez voir, c'est vraiment un très beau récit. Donc, le dernier,
C'est de la maison scolastique, c'est Histoire de guerre, donc je n'ai pas fini, mais je le trouve excellent. Donc, Gordon Korman va nous parler de guerre, mais dans une dimension très intéressante. Donc, on a deux histoires en même temps avec le même personnage. Donc, dans la première ligne principale, on a le personnage, oh mon Dieu, son nom déjà, Jacob. Jacob a 17 ans, il s'est engagé dans l'armée américaine en prétendant qu'il a 18 ans. On l'appelle d'ailleurs école secondaire, donc je présume que dans la version originale, on l'appelle high school, parce qu'il n'y a pas rapport, c'est un jeune garçon, on se demande ce qu'il fait là, clairement il est plus jeune que son âge. Et lui, dans le fond, il est convaincu que son devoir, c'est d'aller au secours de son pays. Donc on va voir, entre les histoires entrecoupées, son parcours en tant que soldat, ce qui va être confronté, le débarquement de Normandie, son arrivée en France, dans le fond, on va le qualifier de héros. Mais il y a des Français qui disent que c'en est pas un. C'est intéressant parce que l'histoire de base, c'est un peu ça qui est particulier. Elle est souvent racontée du point de vue des gagnants, mais l'histoire étant pluraliste, elle peut être racontée par plusieurs angles, donc pas toujours les gagnants qui disent toujours les bonnes choses non plus. Et du point de vue de certains autres acteurs sociaux, c'est pas forcément non plus des héros. On va aller jouer avec ces dimensions-là. L'autre dimension qui est vraiment intéressante, c'est en lien avec la deuxième trame, qui se passe pratiquement 75 ans plus tard. Là, Jacob est devenu arrière-grand-papa. Il a son arrière-petit-fils de 12 ans qui dévore des livres de guerre, qui joue à des jeux de guerre. Il est obsédé par la guerre, en fait. Et pas dans sa dimension vraiment stratégique, dans sa dimension explosive. Ce qui est quand même assez, selon son propre père d'ailleurs, c'est assez litigieux, en ce sens où est-ce que c'est sain d'aimer autant la violence qui découle de la guerre, de vénérer un petit peu cet esprit guerrier-là, un peu destructeur. Et c'est un peu ce qu'ils vont travailler dans le roman. On va retrouver, dans le fond, le jeune garçon avec son grand-père. Ils doivent aller en France pour récupérer un prix, une mention honorifique pour les gens qui ont libéré la ville. Mais il y a des gens qui écrivent sur les sites et les réseaux sociaux qui disent « c'est pas un héros, cet homme-là ». Donc, on va aller à la rencontre de ces nuances-là, est-ce que finalement, on a oublié des éléments dans l'histoire, c'est quoi le point de vue des autres acteurs, finalement, est-ce que notre garçon de 12 ans va prendre conscience que la guerre, c'est d'une laideur absolue, c'est quelque chose qu'on fait par nécessité, malheureusement, mais est-ce que ça mérite autant de glorification, surtout en parallèle avec les écrans aussi. On a une grosse glorification des jeux de guerre aujourd'hui. Est-ce qu'on oublie d'aller en parler avec nos jeunes que il y a vraiment ce genre d'événements-là qui se passent à travers le monde, et c'est drôle, ces enfants-là. Je suis pas mal sûre qu'ils aimeraient que ça se passe pas dans leur pays. Donc, un petit peu comme l'album qu'on avait vu en 400 coups, Papa, t'es mort. Ici, on peut aller naviguer un peu plus haut avec nos plus vieux et creuser un peu plus. Et en parallèle, bien sûr, c'est un excellent roman d'histoire parce qu'on voit ce qui s'est passé avec la Seconde Guerre mondiale du point de vue américain, bien sûr. Mais quand même, on peut voir les différents éléments, l'entraînement, la hiérarchisation aussi que j'ai pu voir dans le propre corps de l'armée. On voyait les parachutistes, c'était l'élite, alors que l'infanterie, c'était pratiquement la chair à canon, et il y avait une disparité à travers ça. Fait qu'il y a plein d'éléments intéressants qu'on peut aller voir là-dedans. Donc, allez voir. Donc, ça me conclut pour ma part pour la fiction primaire de la salle de monde de novembre. Donc, je vous souhaite une excellente journée et on va se retrouver le mois prochain pour la salle de monde de décembre. Donc, je vous salue. Bonjour, je m'appelle Émilie, je suis libraire jeunesse à la librairie Monet. Aujourd'hui, je vous présente mes incontournables pour les albums intermédiaires pour le mois de novembre. Alors, pour commencer, il y a l'album Une maison pour toi et moi aux éditions Picolia. Alors, dans cet album, on va parler de cohabitation. C'est un sujet que je trouve on ne retrouve pas si souvent dans les albums, alors c'est intéressant. Le lapin et l'ours sont de très bons amis et ils vont habiter ensemble dans la maison du lapin après que la maison de l'ours ait été abîmée par une tempête. Toutefois, ils vont se rendre compte que c'est pas toujours facile d'habiter ensemble. L'ours va dire au lapin qu'il laisse trop traîner ses choses. Le lapin va dire à l'ours que c'est parce que lui, il est trop grand. Des choses comme ça. Alors, ils vont être en dispute. Mais finalement, ils vont se réconcilier, bien sûr, là, et régler leurs différends. Mais je trouve que c'est un album qui est très intéressant, justement, parce que on parle souvent d'arrivée d'un nouvel enfant ou de changement, mais c'est rare qu'on va aborder la thématique justement d'habiter ensemble, d'avoir plusieurs personnes, des fois dans une famille, et que ça peut être difficile de cohabiter, surtout des fois on n'a pas beaucoup d'espace. Alors voilà, j'ai vraiment apprécié cet album pour ça.
Ensuite, vraiment un très bel album assez actuel, je dirais, Armand et les histoires de vêtements aux éditions Glénat. Alors, dans cet album, on va parler de friperie. Je vous avoue que c'est la première fois pour moi que je vois ce thème abordé dans un album. Alors, le petit Armand doit avoir de nouveaux vêtements et ses vêtements sont rendus trop petits ou tachés, troués. Alors, sa maman l'amène au centre commercial pour aller magasiner. Déjà qu'Armand n'aime pas trop ça, rendu au centre commercial, il est assez déçu parce que tous les vêtements sont pareils. Il a l'impression qu'on veut le forcer à acheter des choses dont il n'a pas envie. Et il dit que lui, ce qu'il aime de ses vêtements, en fait, c'est que chaque tache, chaque trou lui rappelle une histoire. Donc, par exemple, la tache qu'il s'est fait pendant un pique-nique avec ses amis ou encore le trou qu'il a fait dans ses pantalons en montant un arbre avec ses amis, encore une fois. Donc, c'est quelque chose qui lui manque et il n'arrive pas à trouver. Alors, sa maman va l'amener dans un endroit bien spécial, donc une friperie. Et c'est vraiment, les illustrations sont vraiment magnifiques. Donc, quand ils sont dans la friperie, d'avoir tout justement, tu sais, les vêtements et les armoires et tout ça. Et la dame va lui parler des histoires de chacun des vêtements. Et c'est ce que Armand va vraiment apprécier. Donc, elle lui parle d'une paire de bas qui a fait le tour du monde, d'une jupe qui a dansé toute la nuit, des choses comme ça. Donc, c'est là qu'il réussit à trouver un morceau de vêtement qu'il aime vraiment pour son histoire. Et il y a vraiment un beau message parce qu'il demande à la dame, est-ce que moi aussi je peux apporter des vêtements? Et elle lui dit, seulement si tu me racontes leur histoire. Donc, on parle vraiment de, justement, de réutiliser plutôt que de jeter, d'acheter neuf, qui est quelque chose, comme je mentionnais, qui est très actuel, donc que j'ai vraiment aimé. Alors, c'est un bel album qui est vraiment à voir. Pour le troisième, nous avons Ma Lumière. Alors, celui-ci, c'est un album, je dirais, pour au moins le troisième cycle, dû au fait qu'il a un peu plus de texte et qu'il y a vraiment un message qu'on va venir comprendre à la fin. Donc, le garçon de l'histoire parle de sa maman et on voit qu'il habite comme dans un hôtel. La situation dans laquelle il se trouve n'est pas totalement claire au long de l'histoire. On essaie de comprendre et il parle de sa mère, à quel point elle est forte, il est seul avec elle. Elle lui parle de contrées lointaines, elle lui décrit des choses. Et lui, c'est ça, on se dit, ben pourquoi il va pas à l'école dans la journée, ou des choses comme ça, pourquoi, tu sais, il n'est pas supposé sortir. Donc, on voit des bribes, en fait, de ses journées. Et l'histoire avance et il mentionne souvent à quel point, justement, autant il aime sa mère et qu'elle est très importante pour lui, que des fois, c'est sûr qu'il va se sentir un peu seul, qu'il aimerait pouvoir sortir, des choses comme ça. Et c'est une histoire qui est vraiment très belle. Et quand on arrive à la fin, il y a une image qui nous fait comprendre toute la situation. Alors, je ne vous en dis pas plus pour vous laisser le découvrir par vous-même, mais quand on comprend, ok, là, ça vient éclairer tout le reste de l'histoire. Et je trouve que c'est intéressant de le relire une deuxième fois en ayant justement le punch, entre guillemets, et qu'on peut revoir l'histoire d'une autre façon. Donc, un très bel album également. Ensuite, aux éditions Alénorac, Les Contes de la Tortue. Alors, je vous avoue être assez férue de contes, légendes, ce genre de choses, et particulièrement dans la littérature autochtone, ils ont des histoires tellement riches. Et ce qui est intéressant de ce recueil de contes-là, c'est que chaque conte provient d'une communauté autochtone différente. Donc, toutes les communautés autochtones qu'on peut retrouver, il y a un conte différent pour chacun d'entre elles, dans cette communauté. Alors, ce qui est intéressant également, c'est que pour chaque, on va retrouver le texte en français, en anglais et dans la langue d'origine autochtone. Donc, c'est vraiment intéressant également pour avoir accès à tout ça. C'est assez rare qu'on va avoir un livre qui va être en plusieurs langues comme ça. Alors, ça nous donne aussi l'occasion de voir toutes les différences entre les langues autochtones aussi. Alors, c'est très intéressant pour ça. Et chaque conte est vraiment super intéressant. Moi, j'ai vraiment aimé. Pour le prochain, on passe à Un ami pour l'ours polaire aux éditions 1, 2, 3 Soleil.
Alors, encore une thématique, je trouve, qui parfois va être, oui, abordée, mais pas nécessairement bien exploitée. Hein. Et c'est difficile des fois aux enfants de faire comprendre le principe de si on aime quelqu'un ou quelque chose, des fois, il faut accepter de lui laisser de la liberté, de ne pas le retenir. Alors, l'ours polaire va se commander un ami dans un magazine. Il se sent seul, il aimerait avoir quelqu'un avec qui jouer. Donc, il va dans un magazine et il y a une annonce où il peut se commander un pingouin. Donc, il commande un pingouin qu'il reçoit par la poste et au début, il est super content. Ils jouent ensemble. Tout va bien, mais il remarque qu'au fil des jours, peu à peu, le pingouin perd un peu sa joie de vivre, il n'a plus envie de jouer. Et l'ours polaire se demande, mais voyons, qu'est-ce qui se passe au début? On avait tellement de plaisir ensemble. Et il voit que le pingouin, en fait, s'ennuie des siens, s'ennuie de l'Antarctique. Donc, l'ours va faire tout en son pouvoir pour l'aider à aller retrouver les siens, sa famille et l'endroit d'où il vient. Donc, c'est un très beau récit, justement, sur le fait de, des fois, oui, on aimerait ça que quelque chose reste à nous. Des fois, on est déçu que quelqu'un qu'on aime s'en aille, des choses comme ça, mais des fois que c'est pour le mieux. Alors, une très belle histoire pour ça. Ensuite, un vraiment gros coup de cœur, Le goût du temps. C'est un album qui est vraiment poétique, qui est vraiment juste très beau à lire. Donc, c'est un petit lapin qui va fêter son anniversaire et son ami lui dit pourquoi ne pas faire une grande fête où on inviterait tout le monde et où chacun ferait un plat avec son temps favori. Alors, c'est un drôle de concept, mais c'est vraiment très beau, là. On peut voir à la fin quand ils sont tous attablés. Mais ce qu'il y a de spécial, c'est qu'ils vont vraiment cuisiner avec différents temps et émotions. Exemple, cuisiner avec des nuages ou différentes choses avec lesquelles, bien évidemment, on ne serait pas porté à cuisiner. Mais voilà, ils vont le faire et ce qui est bien et qu'on va comprendre quand ils vont manger, c'est qu'on va voir, il y a toutes sortes de goûts. Alors, amer, salé, sucré, les nuages, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment beau parce que on voit qu'en faisant les plats, ils vont revisiter des émotions. Exemple, ça me rappelle les biscuits que je faisais avec ma grand-mère à Noël, ce genre de choses-là. Donc, c'est vraiment quelque chose qui montre que dans la nourriture, il va y avoir justement quelque chose de réconfortant. Alors, en faisant tous ces plats justement avec différents temps, eh bien, c'est là qu'on va retrouver justement des goûts spéciaux, des saveurs, des souvenirs, avec les odeurs également. Donc, c'est vraiment un album qui est très réconfortant et qui donne envie d'aller cuisiner après et de faire quelque chose justement qui va nous rappeler là, des beaux souvenirs, que ce soit une soupe justement que notre maman faisait ou des gâteaux que le grand-papa faisait. Alors, c'est vraiment un bel album aussi. Ensuite, nous avons C'est du boulot aux éditions 400 coups. Alors, cet album va parler aux enfants de responsabilité. Alors, l'enfant de l'album souhaite avoir un chat et ses parents lui disent, tu sais que d'avoir un animal, c'est vraiment du boulot. Alors, il dit oui, mais je veux vraiment avoir un chat. Donc, finalement, les parents lui achètent et il va se rendre compte que d'avoir un chat, ça lui fait porter des casquettes de plusieurs métiers. Alors, je suis cuisinier pour chat, par exemple, ou encore, je suis infirmier pour chat. Donc, on va voir tout ce que juste le fait d'avoir un chat va impliquer. Et donc, il le voit comme d'avoir plusieurs emplois, donc du boulot. Alors, de ses parents qui lui disaient que c'est du boulot. Alors, tout au long du livre, on va voir les différents métiers qu'il va faire pour s'occuper de son chat. Et à la fin, il va dire « Ah, mais c'est un peu comme mes parents, en fait, avec ma petite sœur, tu sais, de voir à quel point c'est du travail de s'occuper
de quelqu'un ou d'un animal. Donc, c'est vraiment intéressant pour faire voir justement ces responsabilités-là. On sait que ça arrive souvent que les enfants veulent avoir un animal ou quelque chose et sans nécessairement penser à tout ce que ça implique au niveau de prendre soin. Alors, très intéressant pour ça. Ensuite, nous avons aux éditions scolastiques La Rivière de Tom Percival. Donc, cet auteur, habituellement, c'est rare qu'il manque son coup. Ses albums sont toujours très intéressants. Celui-ci, en fait, La Rivière représente les émotions et la vie du personnage principal, du petit garçon. Alors, on va voir un peu le lien qui se fait entre la rivière et ce qu'il va traverser au cours de sa vie. Alors, par exemple, à un moment donné, il perd son animal et la rivière, à ce moment-là, c'est comme l'hiver, il fait froid, la rivière est gelée. Ça représente un peu le sentiment du deuil qu'il a. Et au fur et à mesure, quand la vie va passer, quand il va vivre des belles choses, la rivière va se dégeler, va reprendre son cours et on le voit grandir aussi et avoir des enfants à lui. Donc, au fil des saisons, au fil du temps que la rivière s'écoule, on va voir aussi les transformations que le garçon va vivre. Donc, c'est vraiment intéressant de faire le parallèle entre les deux. Et voilà, c'est un très bel album. Là, comme vous pouvez voir, les illustrations aussi sont vraiment jolies. Donc, un gros coup de cœur pour celui-là aussi. Ensuite, dans les souliers d'Amédée, celui-là va parler d'empathie. C'est aux éditions Fonfon et Fonfon, pas mal toujours des vraiment beaux albums. Alors celui-là ne fait pas exception. Et en fait, Amédée, c'est un cordonnier et il va prendre vraiment au sérieux l'expression se mettre dans les souliers des autres. Alors lui, vraiment, la nuit, il va descendre doucement dans son atelier et il va enfiler les souliers que les clients lui ont laissés pour réparer. Mais ça va lui permettre de faire plusieurs métiers, en fait, les métiers que les personnes font dans la vie tout le temps. Donc, par exemple, un enseignant. Et au fur et à mesure des nuits où il va faire ces différents métiers-là, il va voir à quel point c'est difficile. Alors, on va passer par un éboueur, comme vous avez vu, un enseignant, quelqu'un qui conduit des autobus, par exemple, et à chaque fois, il voit comme, OK, c'est difficile, des choses des fois qu'on ne penserait pas, donc se mettre dans les souliers de quelqu'un d'autre. Mais la dernière paire de souliers qu'il va enfiler va être ceux d'une personne en situation d'itinérance. Donc, il va se retrouver dans la peau de cette personne-là qui est à la rue et il expose l'histoire. La personne a perdu son emploi et s'est retrouvée à la rue. Donc, ça va vraiment venir le toucher. Et il va organiser une grande collecte justement pour pouvoir amener à un refuge à des personnes sans abri aussi. Alors, non seulement on parle d'empathie, mais aussi vraiment, c'est du concret, je trouve. Donc, on ne va pas seulement parler du sentiment lui-même, de ce que c'est, de donner, tu sais, oui, on donne des exemples, mais c'est vraiment plus concret que ça, je trouve. Et les images sont tellement douces, sont tellement belles que même si c'est un sujet qui peut être un peu plus difficile à aborder, on parle quand même d'itinérance pour les enfants, des fois, ça peut amener diverses émotions. Les illustrations sont tellement douces que on ne va pas tomber dans la vraiment grosse négativité. On a vraiment plus le message d'espoir de voir il y a des personnes qui vivent des situations vraiment plus difficiles, alors on peut les aider et faire notre part nous aussi. Donc j'ai vraiment apprécié cet album et il y a plein de petites choses en plus qui le rendent vraiment spécial, comme tout au long de l'histoire, on peut voir sa petite chouette avec lui. Donc, ça peut être quelque chose d'amusant de demander aux enfants de repérer la chouette dans toutes les illustrations. Et à la fin, on retrouve ici des pistes en fait qui vont permettre avec les enfants de discuter, de retourner à certains endroits dans l'histoire pour voir justement une certaine situation, se poser une question, donc faire du travail par rapport à ça. Alors celui-là mérite vraiment d'être vu et d'être connu. Ensuite, on passe à La vie, c'est quoi aux éditions Alice. Alors, celui-ci, c'est un album qui est somme toute simple, mais dont
le message est vraiment extraordinaire et la façon dont il est présenté. Alors, la vie, c'est quoi? Eh bien, ça va être vraiment toutes des petites phrases de qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que le bonheur, mais exprimées sous une forme vraiment très poétique. Alors déjà, les illustrations sont superbes. La couverture est une couverture peau de pêche en plus, qui donne toujours un petit plus. Donc, c'est quoi l'émotion? C'est l'âme qui s'allume. Donc, ça donne un exemple de comment c'est très beau. La bienveillance, les anges qui s'invitent. Donc, toujours, c'est ça, des belles comparaisons. Il y en a aussi pour des sentiments, des fois, négatifs, mais qui vont juste expliquer pourquoi des fois ce n'est pas une bonne chose. Exemple, c'est quoi l'indifférence? C'est la vie sans couleur. Donc, on vient vraiment aborder justement le divers concepts. Alors, c'est très intéressant. Comme je dis, les illustrations sont vraiment belles. Tout est vraiment bien pensé. Alors, exemple, c'est quoi l'affection? C'est un bisou invisible. Un compliment, pardon. C'est quoi un compliment? C'est un bisou invisible. Donc, c'est vraiment très simple, mais je pense que ça aide vraiment les enfants à comprendre certains concepts. Donc, j'aime vraiment beaucoup celui-là aussi. Ensuite, on passe à La forêt, l'ours et l'épée. Celui-là, également comme d'autres dans ceux qui ont été présentés, je trouve qu'on aborde une thématique qui n'est pas souvent abordée, qui est de prendre la responsabilité quand on a fait quelque chose qui peut être répréhensible. Donc, vraiment de dire, j'ai fait quelque chose qui n'est pas correct, je dois réparer cette faute-là. Alors, l'ours a une épée et il se promène dans la forêt et il coupe tous les arbres, voilà, là, il s'en donne à cœur joie. Et il s'en va par la suite se réfugier dans son fort. Mais la rivière arrive et détruit son fort. Alors là, lui, il se demande qui est responsable de ça, puis il est vraiment fâché, évidemment. Alors, il va essayer de chercher le coupable. Mais à chaque fois qu'il trouve une personne qui a fait quelque chose, un animal, c'est-à-dire dans la forêt, ils disent mais c'est pas de ma faute, il s'est passé telle chose, et il va vraiment remonter la piste. Donc par exemple, comme c'est l'eau qui a détruit son fort, il va aller voir ceux qui s'occupent du barrage et il va dire mais pourquoi vous avez laissé l'eau arriver comme ça? Et ils lui répondent, ben en fait, il y a un sanglier vraiment affolé qui est arrivé, ça nous a fait peur et tout ça. Donc là, il retrouve le sanglier s'était fait blesser, alors c'est pour ça qu'il est parti en peur. Et plus on remonte, plus on va arriver finalement à voir que c'est à cause de la destruction de la forêt causée par l'ours. Alors, il est lui-même responsable de la destruction de son fort. Ça a vraiment créé un effet, justement, là, qui a fait que ça s'est rendu jusque-là, un peu comme un effet papillon. Alors, il va entreprendre de réparer sa faute. Alors, il va, avec tout le bois qu'il avait coupé, il va construire une super grosse cabane où les animaux de la forêt vont pouvoir se réfugier, par exemple. Pour les animaux qui gardaient le barrage, il va leur faire comme un bouclier. Donc, il va dire si jamais une créature affolée arrive vers vous, vous allez pouvoir vous protéger, ce genre de choses. Donc, vraiment, de se responsabiliser. Alors, c'est un super album pour ça. Et je vous encourage fortement à le consulter. Pour l'avant-dernier album, c'est aux éditions Boomerang et c'est Papa est une princesse. Alors, je vous avoue que ça a été un gros coup de cœur de tous les libraires ici. C'est une histoire qui est vraiment très belle et ce qui est intéressant avec ça, premièrement, c'est que c'est une histoire qui est vraiment juste belle tout le long. C'est du positif tout le long. On n'a pas une narration classique de une quête et là, il y a quelque chose de négatif qui arrive et là, bon, vous voyez. Alors, c'est une petite fille et son papa fait du drag, donc voilà, se maquille et participe à des spectacles et tout ça. Et elle dit, mais voyons, mon papa est une princesse, il est tellement belle quand il est habillé comme ça. Alors, elle se dit, il doit vraiment y avoir une fée marraine qui le transforme. Elle est vraiment intriguée là, par son papa qui, comme elle le compare vraiment à une princesse, qu'elle trouve ça tellement beau.
et elle dit qu'elle aimerait ça aller à un de ses spectacles. Donc son autre papa va la ranger justement comme une princesse un peu là, pour que elle aussi se sente comme ça. Alors elle a mis une super belle robe, il l'a coiffée, tout ça. Et on est vraiment dans son imagination à la petite fille. Alors, ils embarquent dans leur voiture, mais elle, ce qu'elle voit, c'est un carrosse, comme un carrosse de Cendrillon. Et ils se rendent au spectacle et elle va être émerveillée. Il y a la personne qui présente en fait le spectacle est habillée un peu comme une fille, donc elle se dit ça doit être elle la fée marraine et finalement elle voit son papa arriver sur la scène et elle est vraiment ébahie là. Elle se dit mais c'est Cendrillon donc c'est tellement beau. Alors vous avez ici là la foule qui regarde donc vraiment en plus des illustrations d'une beauté vraiment sans nom. C'est tellement coloré, je pense qu'il y a beaucoup qui vont aimer. Là. Des fois, on en a qui cherchent justement des albums qui sont vraiment très pleins de couleurs, le rose, le bleu et tout ça. Donc voilà, alors elle va voir son papa, elle est super contente. Et là, finalement, après le spectacle, il se démaquille, tout ça, et il redevient, au lieu d'être Cendrillon, il redevient son papa. Et ils partent ensemble, et là, on voit vraiment la vraie voiture, parce que là, on sort un peu de son imagination. Mais voilà, donc vraiment un album qui est amusant à lire, qui fait du bien. Donc, comme je vous dis, on l'a vraiment tous et toutes aimé. Alors, un autre album que je vous recommande de consulter. Et finalement, on arrive avec Fred s'habille aux éditions Kaléidoscope. Alors, celui-ci est un peu dans la même thématique que l'album dont on vient de parler, qui est Papa est une princesse, dans le sens où on va aborder un peu la fin des stéréotypes, justement, là, par rapport à s'habiller avec des robes, se maquiller, peu importe, nous dire que c'est correct pour tout le monde de le faire. Donc, ici, on a le petit Fred, et c'est vraiment drôle parce que il se promène dans la maison et il se promène tout nu. Alors, il court partout et tout ça et il passe de pièce en pièce. Finalement, il arrive dans la chambre de ses parents. Et là, il va fouiller un peu, il fouille dans la garde-robe et là, il voit les vêtements de son papa. Et bon, il les trouve drabes un peu, c'est des vêtements de travail, donc des chemises, des pantalons beige et il aime pas vraiment, c'est trop que ça ne va pas. Et là, il arrive dans la garde-robe de sa maman et il voit plein de belles robes colorées, des souliers à talons et tout ça. Donc, et là, il repense justement aux façons dont sa maman s'habille, justement les différentes tenues qu'elle va mettre à chaque jour. Alors là, ça lui tente vraiment. Alors, il va venir s'habiller avec ça et là, il va penser aussi à la façon dont elle se coiffe, dont elle se maquille. Alors, il va se diriger vers la coiffeuse justement. Il va prendre du rouge à lèvres, mais il sait pas trop comment faire. Donc, il se barbouille un peu et ses parents arrivent dans la chambre et le voient justement comme ça. Et là, je vous laisse vous-même aller voir la fin en le consultant. Donc, on se demande, est-ce qu'ils vont lui dire non, fais pas ça? Est-ce qu'ils vont justement, au contraire, accepter et même se prêter au jeu? Donc, je vous conseille fortement de le regarder. C'est un très bel album pour contrer les stéréotypes. Alors voilà, c'était pour mes incontournables de novembre pour les albums intermédiaires.